Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Émotionnel ou rationnel? Stéphanie Touga, Oui. est-ce que tu es émotionnel ou rationnel quand tu parles de politique? Je te dirais que j'essaie d'être 50-50. C'est bien. Parce que la politique, ça reste, tu sais, ça vient te chercher. En tout cas, passionnant, moi, ça ben vient oui. me chercher dans mes tripes. Bien sûr. Mais après, il faut avoir un bras de distance puis essayer d'analyser ça froidement. Des fois, il y a des... Je pense que si on est trop dans l'émotionnel, on gouverne à la journée ou on analyse à la journée puis on n'arrive pas à on est le nez collé trop près de l'arbre. Et on va parler de quelqu'un qui, de temps en temps, à mon sens, est un petit peu trop émotionnel et trop collé sur, parfois, même ses origines. Chrystia Freeland. Oui, Chrystia Freeland. Écoute, je voulais te parler. Il y a un papier qui a été publié ce matin dans le Globe and Mail et qui mérite vraiment d'être lu sur la vraie possibilité que Chrystia Freeland ne soit plus ministre des Finances au sein du cabinet Trudeau. Ce papier-là met en lumière, en fait, toutes les tensions qu'il y a dans l'arrière-scène entre Chrystia Freeland et Justin Trudeau, mais aussi entre Chrystia Freeland puis un certain nombre de ses collègues. On dit qu'elle est intransigeante, on dit qu'elle est parfois difficile à travailler, même si c'est une femme extrêmement brillante. Oui. Je veux dire, son parcours est exemplaire. Il y a plusieurs analystes, même dans les dernières années, qui prédisaient qu'elle pourrait éventuellement accéder au poste de première ministre. J'ai cru beaucoup. Beaucoup de gens y ont cru. Notamment, là, je pense qu'il faut quand même souligner tous les gains sur la scène internationale. Moi, quand j'ai travaillé à l'Europe, on était tous très, très impressionnés de voir là, la négociation de la ECG entre le Canada et l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne la trouvent compétente et agréable avec qui travailler. Ben, fait, on évoquait en ouverture émotionnelle et rationnelle, c'en est un parfait exemple. Oui. À ce niveau-là, tu sais, je blaguais parce que oui, des fois, on sent qu'elle a le sang chaud quand même, mais moi, j'aime ça. Oui, parce que c'est j'aime ça, les politiciennes qui sont combattants. Hein? Tu sais, des gens qui ont des convictions, mais qui sont prêtes à se battre un petit peu. Oui, absolument. Puis parfois, les gens, ils sont frileux, ils n'ont pas trop envie parce qu'ils ne veulent pas déplaire ou ils ne veulent pas froisser ou ils ont peur de dire la mauvaise chose. Mais moi, j'aime ça des politiciens qui ont parfois un peu... qui ont fait un petit peu le goût du sang, j'ai envie de dire. En tout cas, au niveau partisan, de vouloir gagner pour pouvoir appliquer des réformes auxquelles elle croit. Mais se battre pour les réformes auxquelles elle croit. Exactement. Puis moi, je m'inquiète. Je vois que aux finances, les gens qui sont dans le très sérieux, là, je dis pas que le reste, c'est pas sérieux, mais dans l'argent des contribuables, levé par les impôts, faut être sérieux. Et M. Morneau a reproché à M. Trudeau le même genre de truc ici. Là, M. Morneau, qui lui aussi ça a été évoqué comme scénario et il a en effet perdu ses fonctions. Il n'est plus ministre des Finances. Il a cédé sa place, donc, et Chrystia Freeland a occupé ses fonctions. Mais donc, Chrystia Freeland qui est associée donc au bilan économique compliqué sur le plan des finances de Justin Trudeau, mais elle est également associée à cette défaite-là qu'on a vue le 24 juin dernier dans Toronto-Saint-Paul. Elle est députée en plus d'être vice-première ministre et ministre des Finances, elle est députée de Toronto-Centre. Donc, c'est une couple de coins de rue plus loin dans Toronto, le début de sa circonscription. Elle est comme un peu implicitement une des ambassadrices du Parti libéral, donc en Ontario. Et c'était Leslie Church, la candidate libérale, qui était son ancienne chef de cabinet. Exactement. Donc, elle est intimement liée à tout ce qui va mal, entre gros guillemets, au sein du Parti libéral du Canada. Je pense vraiment. Je pense qu'elle porte ça. Et je pense que Justin Trudeau voit là une occasion intéressante de dire, hey, on pourrait peut-être rebrasser les cartes sans dire elle doit quitter, mais peut-être qu'elle ne devrait plus avoir le poste de ministre des Finances. Peut-être qu'on pourrait confier ce portefeuille-là à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là pourrait être Mark Carney. Donc, c'est Mark Carney recruter Mark Carney, qui n'est pas encore élu, puis lui confier ça. C'est pas la première fois quand même que ça arrive. Ça n'arrive pas souvent là, qu'un non-élu accède à une fonction de ministre. Souvent, on le place ensuite dans une partielle Michael assez Fortier, rapidement. Chez les conservateurs avec ça, je pense. Ça arrive quand même pas souvent. Non, c'est quand même peu commun, mais c'est une possibilité politique. Et quel bon coup d'échec ici de dire je prends un de mes plus gros adversaires à la chefferie, puis je l'amène à côté de moi. Je l'amène à côté de moi. Ça a plusieurs gains. Un, ça rebrasse les cartes, mais sans trop brasser les cartes. C'est-à-dire que tu ne fais pas un vrai remaniement ministériel. Tu fais simplement bouger une couple de personnes de chaise. Tu fais rentrer Mark Carney, qui a une crédibilité économique importante, on s'entend. Là, c'est quelqu'un qui a un parcours politique, un parcours dans les finances qui est plus
qui est plus approuvé. absolument. Et il a critiqué quand même assez vertement donc les dépenses que Chrystia Freeland a faites et que M. Trudeau, par la bande évidemment, en tant que premier ministre, a fait dans le dernier budget. Donc, j'ai l'impression que ça viendrait redresser l'image et la crédibilité financière et économique de Justin Trudeau. Ça enverrait Chrystia Freeland potentiellement derrière les portes closes, on l'enverrait de retour aux affaires étrangères. Oui? Une fonction qui lui fiait bien, quand même, je suis d'accord. Mais là où on envoie Mélanie Joly. Ah, ben là, point d'interrogation. Ben là, que c'est le gros point, parce que moi, je dois gros dire... point d'interrogation. Tu sais, moi puis Mélanie Joly, ça a été houleux. Puis... tu m'as dit la même chose de Marc Garneau. Ben oui, ben c'est ça. J'étais peut-être houleux en général. Mais à l'interne comme à l'externe. Non, mais c'est parce que Mélanie Joly, je veux dire, honnêtement, ça a été un début en politique fédérale assez difficile. C'est une grande organisatrice de campagne électorale. Vraiment. La campagne à l'époque, la première campagne de Trudeau, là, elle faisait partie du War Room, comme on dit. Oui. Ensuite, elle s'est retrouvée au patrimoine. Elle a vu un problème. Difficile. Ben, elle a vu on un l'a problème. envoyé à tout le monde en parle, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Ben ça avait oui. été très, très difficile Avec comme Paul début sur le plan Arcan de la aussi, tout ça. communication. Ben oui, puis on l'envoie. Paul Arcan aussi, tout à Oui. fait. C'était un problème. Elle avait identifié, honnêtement, de son propre gré, le problème de la question qu'on parle constamment aujourd'hui des GAFAM, de C11 et C18. Oui, bien sûr. Puis elle avait un peu improvisé des solutions, elle était mal soutenue, puis j'ai été très critique de ses choix. Mais aujourd'hui, je trouve, actuellement, en tout cas, elle ne commet pas de faux pas. Non, c'est ça. Puis, ce qui est compliqué, par exemple, avec le poste de ministre des Affaires étrangères, c'est que tu dois accepter que le premier ministre se met tout le temps le nez dans tes dossiers. Et pas de la bonne façon, en général. C'est ce qu'on a pu comprendre. Parfois, non. Et ça peut créer des tensions. Fait que d'avoir une Mélanie Joly qui, elle, est très, très proche de Justin Trudeau, je pense que sur le plan de la cohésion d'équipe, au niveau de... On s'entend sur l'alignement au niveau international, ça facilite les affaires. Les dégâts sont moindres actuellement. Exact. Alors que Chrystia Freeland, apparemment qu'elle se met le nez dans pas mal les dossiers de ses collègues, de par son portefeuille de finances, évidemment, de par sa fonction de vice-première ministre, mais aussi de par qui elle est, apparemment. Elle se met le nez un peu partout. Notamment, Mélanie Joly, elle te le dirait très certainement, dans les affaires étrangères, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, étant elle-même ukrainienne. C'est ça. C'est ce que je disais en avril. Elle a des relations privilégiées avec certains hauts placés, à commencer par M. Zelensky. Donc, évidemment que ça place le gouvernement par moment dans l'eau chaude. C'est fascinant. Oui. Un épisode de West Wing. Mais c'est vraiment intéressant. C'est pas de West Wing, c'est l'aile de l'Ouest. Mais est-ce que ça pourrait pas être un win-win-win pour Justin Trudeau de dire, écoute, on va mettre Mme Freeland ailleurs. Disons, comment dire, elle n'est plus autant dans la colonne des positifs qu'elle était. Elle est peut-être davantage dans la colonne des négatifs. Alors, brassons les affaires, ramenons Mark Carney, crédibilité économique. Ça galvaniserait les troupes. Puis moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que tant le caucus que la population en ce moment se disent peut-être que ça ferait pas de mal une tête qui tombe, Justin Trudeau veut évidemment que ce soit pas la sienne. Donc, trouvons quelqu'un d'autre. Ma numéro 2 dans ce cas-ci, Chrystia Freeland. Mais sans la faire tourner puis l'envoyer dans le caniveau. Il faudrait une place où son cerveau va être utile. Évidemment. Parce que Mark Carney était aussi secrétaire de l'ONU sur la décarbonation de l'économie mondiale. Je me souviens plus du titre exact, mais il avait un rôle d'ambassadeur. Avec une crédibilité environnementale en plus d'une crédibilité financière. En plus. Quand même une combinaison intéressante. Puis, dans l'optique où tu veux qu'il apprenne à faire de la politique, cet homme-là, avant qu'éventuellement il puisse briguer une direction, quel bon scénario. Ça pourrait être intéressant. Je suis d'accord. On va te faire rentrer dans un poste qui est compliqué, qui est difficile, mais en même temps, pour lequel tu es préparé, somme toute. Et on va te donner de la marge de manœuvre. Tu as déjà une crédibilité. Puis, vas-y, là, montre-nous que tu es capable, puis on verra après. Tu sais que c'est un petit gars du territoire des Nord-Ouest. Non, je savais pas. C'est un Tinois qu'on dit. Je savais même pas qu'on disait Tinois. Oui! En français, je sais pas comment ils disent en tinoise. Je pense pas, il va y avoir un autre nom. Mais parlant parlant toujours de politique, mais moi, j'ai remarqué la sortie de George Clooney. Ça cogne fort. Là là, que sa vie politique, sa survie politique est comme de tous les instants, c'est Joe Biden. Donc, Joe Biden, le problème en ce moment, c'est qu'il y a deux choses que je vois. D'un, Joe Biden s'entête à dire qu'il a eu un très bon bilan, mais un très mauvais débat. Malheureusement pour lui, c'est plus juste le débat qu'on critique ou qu'on scrute, c'est tous les jours depuis, tout ce qu'il dit, les moindres faux pas déclenchent une crise
politique, une crise médiatique, même sur le plan économique et financier. Ah oui. Il n'arrive plus à lever de l'argent. Il y a des hauts placés, donc chez les démocrates, qui commencent à soit l'appeler à partir, soit des Nancy Pelosi à dire peut-être que tu devrais prendre une décision rapidement. Et tu as des personnes très influentes et qui ont des chéquiens, disons, en quantité phénoménale, comme George Clooney, qui appelle carrément à sa démission. Mais pas à sa démission, mais à ce qu'il quitte. Il le dit fort bien. Actuellement, on pourrait tout espérer que le Parti démocrate s'organise un peu pour être plus efficace dans son ditchage, dans sa mise en échec de Joe Biden pour trouver une alternative. Ouais. Mais les gens le font quand même avec respect en disant, un, c'est notre président. Ouais. Deux, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit pendant toutes ces années, mais je pense juste qu'il est plus capable pour les 4 prochaines années. C'est assez clair en ce moment. Quand on voit là, le sommet de l'OTAN qui a lieu à Washington, on le regarde, puis on voit que tous les leaders internationaux sont nerveux autour de lui. Les questions que les médias... Il se prépare à l'attraper. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passera? Les médias commencent à questionner les autres leaders étrangers en disant, mais là, qu'est-ce qui arriverait si Donald Trump revient? La question a d'ailleurs été posée à Volodymyr Zelensky de l'Ukraine hier. Ça me fascine. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a répondu, toi? Il y a, en bon français, il a dodgé la question en disant on espère évidemment que la politique étrangère américaine ne changera pas. Il est resté assez vague. Là. Il a dit ça ne change pas grand-chose pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner notre guerre et on espère que la politique étrangère américaine reste la même. Donc, il est resté vraiment très, très habile et poli, j'ai envie de dire, parce que évidemment, tu ne veux pas te mettre un Donald Trump à dos alors que Donald Trump venait de dire qu'il souhaitait affaiblir l'OTAN. Mais pas l'OTAN, mais qu'il allait cesser de donner de l'intelligence donc à l'OTAN, qu'il allait cesser d'alimenter l'OTAN, cette organisation-là qui, pour lui, sert de moins en moins à quelque chose d'utile. Puis tout ça se passe principalement dans des États qui sont ce qu'on appelle les swing votes. C'est parce qu'il y a des États qui sont profondément démocrates, d'autres sont profondément républicains. Ouais. Donc, actuellement, on se bat pour convaincre quels États? En fait, c'est ça. Pour gagner tes élections, tu as besoin d'avoir 269 grands électeurs. Hein. Faut falloir que tu m'expliques ça un jour. C'est le chiffre magique, on prendra le temps de le faire. C'est le chiffre magique. Mais si on part de la prémisse que Donald Trump fait le même score à peu près qu'en 2020, il va remporter ses États à lui. Donc, c'est 25 États qu'il a remporté la dernière fois, ce qui amène son score à 235. Mais là, donc, il y a un écart, là. Hein? Il a besoin d'aller chercher 30 autres grands électeurs. Mais quand on regarde, il est en avance en Georgie, il est en avance en Arizona, il est en avance au Nevada, il est légèrement en avance au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Et ça l'amène au bureau ovale. Ça l'amène à remporter l'élection. Ça, c'est des chiffres récents. C'est des chiffres assez récents. La marge est très, très serrée. Hein. Je regardais au Michigan, par exemple, il remporte par 1 En Pennsylvanie, c'est 1 ou 2 On est dans la marge Donc, on est vraiment là. L'écart est extrêmement serré. Puis, moi, ce qui me fascine, c'est que malgré les procès des derniers mois, malgré le fait qu'on l'a traduit en justice, qu'il a été reconnu coupable d'infractions criminelles, l'aiguille des intentions de vote n'a pas bougé. L'aiguille des intentions de vote n'a pas bougé. Ce qui a fait bouger l'aiguille, par exemple, c'est la piètre performance de Joe Biden au débat et tout ce qui en est suivi depuis. Puis, donc, il est son propre pire ennemi face à Donald Trump. Et ça, on n'aurait pas pu, à ce point-là, je pense, quiconque dit l'inverse, je pense que c'est pas tout à fait vrai. On n'aurait pas pu le prédire il y a 1 an. On n'aurait pas pu le prédire il y a 6 mois que ce serait aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Est-ce que des analystes ont remis en cause les capacités de Joe Biden? Bien sûr, mais on n'aurait pas pu prévoir que ça allait être autant une dérape. Mais tu vois ce que tu viens de nous expliquer sur les scénarios potentiels pour amener Mark Carney près de Justin Trudeau, pour tasser Chrystia Freeland. Ça, là, ça, c'est pas du policy. C'est pas ça qui change la vie du monde. Mais c'est ça qui change qui reste au pouvoir. Bien sûr. Puis aujourd'hui, vraiment, j'ai dit, mais il est où? C'est où le marionnettiste qui est malade du côté des États-Unis? Comment ça se fait qu'on a laissé Joe Biden pendant si longtemps malade arriver dans un débat? Comment ça fait qu'on est dans une crise? Ils l'ont pas vu venir? Incroyable! Moi, l'autre il y a quand même pas 16 ans, il y en a 83. On est d'accord. Puis tu sais, quand on élit un président, c'est pour 4 ans. Si aujourd'hui, on est inquiet pour son jour 1 de mandat, on devrait être extrêmement inquiet pour sa dernière année de mandat dans 4 ans.
Donc, ça, faut pas le perdre de perspective. Puis, implicitement, donc, si sur le ticket, en effet, c'est Biden-Harris, donc Kamala Harris qui reste comme vice-présidente, comme candidate à la vice-présidence, bien, donc, indirectement, en votant pour Joe Biden, on vote pour Kamala Harris. Je pense que les gens se sentent pas nécessairement... Il faudrait faire valoir ça, tu penses? Oui, il faut le faire valoir. Puis, mais rendu là, qu'elle se présente, qu'elle soit la candidate. Parce que s'il est pour partir dans 6 mois, dans 1 an, créer une crise politique, créer de l'instabilité, je pense que ça sert personne, à commencer par la population, puis ensuite pour le Parti démocrate. Et ça va nous influencer. Ça influence tout le monde sur la planète et surtout notre voisin à 1 heure de route. Stéphanie Tougas, merci, c'est toujours fascinant.